Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet ou de plusieurs sujets qui sont, on va dire, très trendy en ce moment, qui peuvent être un peu complexes à comprendre. Il est fort probable que sur la slide qui s'affiche, il y ait certains mots que vous ne compreniez pas. C'est normal, on va essayer de les décrypter et puis de voir tous les enjeux derrière tous ces sujets un peu complexes, les cryptos, que ce soit monnaie ou actifs, on en parlera, les blockchains, les NFT, la tokenisation, la finance décentralisée. Tout ça sont des concepts qu'on va essayer d'aborder très simplement dans un temps record. Donc accrochez vos ceintures, on va essayer d'aller un peu vite. J'ai le plaisir d'intervenir avec Jean-Marc Stenger, qui est le CEO de SG Forge, donc Société Générale Forge, et que je vais laisser se présenter tout de suite, et après on pourra revenir à la présentation. Je t'en prie. Bonjour, donc effectivement merci à KPMG déjà pour l'invitation sur ce stand. Donc comme dit, je travaille à la Société Générale dans les activités de marché de la banque. J'étais jusqu'à il y a 2 ans directeur des investissements de notre filiale de gestion d'actifs qui s'appelle Lyxor. Vous avez peut-être entendu parler, on fait des produits grand public d'investissement notamment, des ETF. Et donc il y a 3 ans maintenant, j'ai proposé au sein de la banque de construire, de monter une nouvelle filiale dédiée aux activités sur cryptoactifs, dont on va vous parler dans quelques minutes. Merci Jean-Marc. Et donc pour ma part, je suis Alexandre Stachenko. Donc j'ai fondé par le passé une entreprise qui s'appelle Blockchain Partner, qui fait du conseil et du développement technique sur les cryptoactifs et les blockchains. Et on a rejoint, toute l'équipe a rejoint KPMG à mars 2021. Et donc ça nous permet aujourd'hui de délivrer toutes ces prestations, j'allais dire sur un scope plus large, un plus large panel de clients, et puis de complémentariser, si ça se dit, nos expertises avec les expertises de KPMG, qu'elles soient métiers ou fiscales, comptables, etc. Et donc aujourd'hui, je suis donc directeur de cette, pas BU, mais en tout cas directeur du groupe blockchain et cryptoactifs au sein de KPMG France. Comment on va organiser tout ça, notre discussion? Je vais d'abord faire une première partie pédagogique qui va être importante parce que justement, après on va revenir sur ce que Jean-Marc a pu faire au sein de la Société Générale. Et donc c'est important que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle, parce que sinon on va parler dans le vide et c'est jamais intéressant de parler dans le vide. Donc moi, je vais commencer tout de suite avec 10 petites minutes d'explication pédagogique sur les termes qu'on va aborder. Ensuite, on pourra demander à Jean-Marc des retours d'expérience, la vision de la Société Générale sur les sujets qui nous intéressent. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, on pourra les prendre par la suite. Donc, je vais commencer tout de suite. On va commencer notre voyage avec Bitcoin. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de Bitcoin? Je la pose dans ce sens-là maintenant, cette question. Ok. J'en ai plein. Faut pas le dire. Non, alors pour toutes ces personnes-là et pour les autres, si jamais il y a besoin, on va rappeler d'où vient Bitcoin, d'où viennent les technologies blockchain et à quoi ça sert. Bitcoin a été créé en 2008-2009 par un certain Satoshi Nakamoto dont on ignore toujours l'identité, mais a pour but de pallier un problème majeur d'Internet, à savoir que sur Internet, vous ne pouvez pas transférer d'informations, de valeur, pardon. Ce qu'on fait justement sur Internet en permanence, c'est de la copie d'informations. Quand vous envoyez un mail, en réalité, c'est un abus de langage, vous n'envoyez rien du tout, vous copiez un mail chez quelqu'un. Il y a une vraie différence, par exemple, avec le monde physique, qui est toute bête, mais quand vous envoyez une carte postale, a priori, vous ne l'avez plus. Et donc cette différence qui a l'air toute bête crée un vrai problème sur Internet, c'est que dès qu'il s'agit de gérer quelque chose qui est rare, qui a une unicité, vous ne pouvez pas le faire. Parce que mécaniquement, on peut le copier des dizaines de milliers de fois et on se retrouve avec quelque chose de rare qui ne l'est plus. C'est la raison pour laquelle, sur Internet, quand on veut gérer de la valeur, de la rareté, on va passer par un intermédiaire de confiance. Une banque, un prestataire de services de paiement, son rôle, c'est de s'assurer que les échanges ont bien lieu et qu'il n'y a pas de déperdition, qu'une personne qui a payé 100 € ne se retrouve pas avec un crédit de 100 € au lieu d'un débit, etc., etc. Bitcoin, la proposition de valeur pour la première fois dans l'histoire d'Internet, en 2009, c'est que maintenant, pour faire ces transferts de valeur sur Internet, on peut se passer de l'intermédiaire de confiance. C'est pour ça que c'est souvent présenté comme du cash numérique. On peut passer comme du cash, qu'on s'échange 10 € d'une personne à une autre. Avec un Bitcoin, on s'échange un Bitcoin d'une personne à une autre et on a enlevé l'intermédiaire de confiance. Donc ça peut être très pratique pour diverses raisons. Une fois qu'on a dit ça, on voit souvent les termes blockchain et Bitcoin mis à côté. Alors quel est le lien entre les deux? C'est assez simple. Pendant très longtemps, Bitcoin et blockchain voulaient dire strictement la même chose. C'est-à-dire qu'on utilisait blockchain pour dire Bitcoin et Bitcoin pour dire blockchain. En réalité, par la suite, les deux termes se sont un peu dissociés et on s'est retrouvé à parler de Bitcoin, l'unité de compte, le système de paiement Bitcoin, et puis on parlait de blockchain pour parler de la technologie, de la technique qui était derrière d'une certaine façon. Pour faire un parallèle un peu plus compréhensible, c'est comme si vous aviez le web et vous avez derrière des protocoles
TCP/IP, HTTP, etc. Et donc blockchain, ça réfère à tous ces protocoles. Et de la même façon que pour les technologies Internet, vous avez des blockchains, enfin vous avez des intranets et vous avez Internet, c'est-à-dire des systèmes ouverts, des systèmes fermés. Vous retrouvez sur la blockchain cette dichotomie, vous avez des blockchains dites ouvertes et des blockchains dites privées. On en reparlera par la suite. Troisième terme important, c'est la tokenisation. Qu'est-ce que c'est la tokenisation? C'est très simple, c'est que vous allez vous servir de la technologie justement blockchain pour représenter des actifs numériques, quels qu'ils soient. Donc vous allez prendre une table, un cahier, une chaise, une action, un vote, n'importe quoi, un actif, et vous allez lui donner une vie sur la blockchain en le représentant par un jeton. Pourquoi vous faites tout ça? Eh bien précisément pour ce que j'ai dit au tout début, à savoir que en faisant ça, vous lui donnez la capacité à circuler sur Internet, à transférer cet actif de valeur sans intermédiaire de confiance. Donc la différence entre une action qui va circuler sur un registre centralisé, Nasdaq, Euronext, etc., et une action tokenisée, eh bien cette action tokenisée, elle circule sur un registre ouvert et on peut se l'envoyer de pair à pair sans le Nasdaq, sans Euronext, etc. etc. Ça, c'est la tokenisation. Pour les NFT, c'est très simple. Ça veut dire non-fungible token. Qu'est-ce qu'un non-fungible token? C'est l'inverse d'un fungible token. Ça ne vous aide pas du tout, mais on va y arriver. Un token fongible, c'est ce qu'on dit de la monnaie, par exemple. La monnaie, elle est fongible parce qu'un euro vaut toujours un autre euro. On s'en fout d'avoir cette pièce-là ou plutôt une autre. Un token non fongible, donc par opposition, ça veut dire qu'un jeton ne vaut pas celui d'à côté. La Joconde, la version originale, ne vaut pas la Joconde, la copie. Et donc les NFT, c'est quand on va tokeniser, donc représenter sur blockchain, un actif dont on ne veut pas qu'il soit l'équivalent de ses voisins. Et donc on peut représenter par exemple des œuvres d'art. Il y a déjà des PNG, des photos numériques qui se sont vendues plus de 70 millions de dollars parce que c'est l'original, l'unique, comme la Joconde se vendrait beaucoup plus cher pour l'original. Et je vais terminer, et après on pourra commencer à aborder notre discussion. La finance décentralisée, c'est assez simple, c'est une forme d'alternative au système financier traditionnel parce qu'on va pouvoir effectuer les métiers de la finance, des prêts, des emprunts, de la collatéralisation, etc. Mais on va pouvoir les effectuer, encore une fois, sans l'intermédiaire de confiance parce qu'on va être capable de programmer tout ça. Pourquoi on ne peut pas faire de programmation dans la finance? Pour la simple et bonne raison que je vous ai donnée au début, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, encore une fois, représenter de la rareté en ligne. Dès que vous représentez un euro en ligne, eh bien, en fait, il est hébergé par un tiers de confiance. Et donc, si vous voulez faire un prêt ou un emprunt de cet euro, il faut passer par le tiers de confiance. L'intérêt, c'est que comme avec ces cryptoactifs, on a enlevé le tiers de confiance, on va pouvoir commencer à créer des briques dans un écosystème ouvert où chacun peut prendre un prêt, offrir un emprunt, collatéraliser sa maison pour avoir une hypothèque, etc., etc., avoir des hedge funds automatisés. Tout ça, c'est ce qu'on appelle parfois la finance ouverte, parfois la finance décentralisée. Et c'est un écosystème qui se développe de plus en plus. On est à plusieurs centaines de milliards qui sont hébergés sur justement des écosystèmes de la finance décentralisée. Et donc c'est de plus en plus vaste. Et ça va permettre à des gens d'accéder à ce système pour soit plus de performance par rapport au système financier traditionnel, soit tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès au système financier traditionnel avant. Et donc ça leur permet de faire ce saut de grenouille, comme on dit, de pas de technologie à une meilleure technologie. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, côté Société Générale, il y a eu cette initiative qui a été lancée par Jean-Marc il y a maintenant quelques années, de se dire, tiens, ces nouvelles formes d'actifs, actifs numériques, si je prends le terme de la loi française, ces actifs numériques, ils offrent plein de possibilités, ils ont de plus en plus d'utilisateurs dans le monde, on estime c'est à plusieurs centaines de millions. Vous avez par exemple 15 à 20% des Américains qui possèdent déjà des cryptoactifs, donc c'est plus un marché de niche en fait. Et quand on pense ça d'un point de vue évidemment bancaire, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour proposer des améliorations de services, aller chercher une nouvelle clientèle, etc. etc. Donc finalement, c'est avec toute cette introduction, je vais pouvoir demander à Jean-Marc qui est avec nous, comment ça s'est passé côté Société Générale, quelle est la conviction de Société Générale et de Jean-Marc sur ces sujets-là, et pourquoi finalement s'être relancé sur tous ces sujets. Merci Alexandre. Alors effectivement, en quelques minutes, je vais essayer, ce qui est une gageure, de vous expliquer pourquoi une banque comme Société Générale s'intéresse à la blockchain et aux actifs numériques plus généralement. Et puis, on prendra quelques questions et le maximum de questions possible, évidemment. Alors effectivement, comme le disait Alexandre, ce qui est important pour nous dans cette approche vis-à-vis des actifs numériques, ce sont les possibilités nouvelles qu'apporte la digitalisation d'actifs, et en particulier d'actifs financiers amenés par cette technologie. Et on s'intéresse vraiment plus à l'aspect réseau, architecture globale que
aux sous-catégories d'actifs tels qu'ils peuvent exister, en particulier les crypto-monnaies. Pour nous, les crypto-monnaies sont un sujet parmi d'autres qui certes ont un certain nombre d'utilisateurs aujourd'hui, mais notre responsabilité première en tant que banque et de banquier, c'est de permettre à l'économie de tourner, aux gens de percevoir leur salaire, d'emprunter, aux entreprises de se financer. Et finalement à l'économie d'irriguer le monde réel de façon importante. Et si à côté de ça, il y a des applications en termes de capacité d'investissement nouveau, ben, très bien, on regardera aussi. La façon dont on aborde la blockchain et les cryptoactifs est très profonde et très structurelle. C'est-à-dire que les démarches ont démarré il y a quelques années par un certain nombre d'expérimentations qu'on a pu mener en interne déjà pour bien comprendre de quoi il s'agissait, quelles étaient les possibilités nouvelles apportées par la technologie. Et assez rapidement, il y a 2-3 ans, on a acquis la conviction profonde et réellement très transformante que cette technologie va amener une révolution sur les marchés financiers, une transformation très profonde des marchés financiers, un petit peu comme Internet a totalement transformé tout un tas de secteurs d'activité il y a 20 ans, 30 ans, avec de nouveaux business models qui ont émergé, de nouvelles entreprises extrêmement importantes et parmi les plus importantes du monde aujourd'hui qui ont émergé avec cette nouvelle ère technologique. Notre conviction profonde à la Société Générale, c'est que la blockchain, en tant que technologie, va apporter le même niveau de transformation aux industries financières qu'Internet a amené il y a quelques années au monde de l'information en général. Et je reprends l'analogie d'Alexandre. Aujourd'hui, Internet nous permet d'envoyer un email d'un bout à l'autre de l'Atlantique de façon quasi instantanée et gratuite. Aujourd'hui, acheter un produit financier pour qu'une entreprise se finance en levant de la dette sur des marchés financiers, on doit accéder à des infrastructures de marché qui sont très régionalisées. Quand vous émettez de la dette et que vous vous financez en tant que corporate en Europe, c'est compliqué d'aller lever de la dette aux États-Unis. Et inversement, lorsque vous êtes côté investisseur et que vous avez un portefeuille à déployer, c'est très compliqué de réellement diversifier votre portefeuille au niveau mondial. L'infrastructure de marché de demain sera mondiale, elle sera globale et elle sera très probablement supportée par une technologie blockchain. Et évidemment, ça change beaucoup de choses. Et donc, quand on est face à des transformations potentiellement aussi importantes de l'écosystème dans lequel vous évoluez, vous n'avez pas d'autre choix que de vous y intéresser et si possible d'essayer d'embrasser ces évolutions en étant en tête et donc à explorer et vous-même à développer des choses. Très concrètement, ce qu'on fait côté Société Générale sur ces sujets, au-delà de créer de nouvelles filiales et de développer de nouvelles activités, c'est de proposer, de commencer à mettre en place des dispositifs pour nos clients, grands comptes. Donc on parle de clients professionnels. On n'a pas encore d'activité, on n'a pas de projet, du moins à court moyen terme, d'offrir de services aux particuliers sur ces questions-là. Mais en tout cas, pour de la clientèle professionnelle, de la clientèle corporate, de la clientèle institution financière, on pense qu'il y a toute une gamme de produits, toute une gamme de services que la banque leur offre en termes soit d'accès à des sources de financement, soit d'accès à des produits d'investissement qui gagneraient à être portés sur des formats nativement digitaux. Et donc, typiquement, d'être en mesure d'offrir des services d'émission et de conservation de produits obligataires, de produits de dette sous format numérique supportés par des blockchains. Donc, lorsqu'on parle de cryptoactifs, en fait, c'est de ceci dont on parle, d'instruments digitaux émis sur des blockchains qui sont assimilables, si on les passe au crible, des critères d'analyse réglementaires qui sont assimilables à des titres financiers. Donc émettre typiquement des obligations sur des réseaux blockchain mondiaux. On a déjà réalisé quelques transactions pour quelques clients de ce type-là. Il y a un mois, par exemple, on a émis une obligation pour la Banque européenne d'investissement, qui est un peu l'équivalent au niveau de l'Union européenne de BPI France. C'est un super BPI France pour l'Europe qui se refinance très régulièrement sur les marchés financiers, qui lève environ 60 milliards d'euros de dettes sur les marchés financiers chaque année. Et donc, un acteur comme celui-ci a un besoin d'efficience et de rapidité d'accès au marché extrêmement important. Aujourd'hui,
émettre une obligation pour un acteur de ce type-là, si on passe par les circuits bancaires traditionnels, ça prend typiquement 4-5 semaines le temps de structurer l'opération, le temps de placer l'opération auprès d'un certain nombre d'investisseurs internationaux qui doivent être onboardés sur des systèmes bancaires traditionnels. Donc, ce sont les caractéristiques habituelles qu'on retrouve dans les use cases blockchain. Émettre une obligation de ce type-là au format nativement digital sur un réseau distribué mondial, ça peut se faire très rapidement avec une livraison du titre financier contre paiement qui peut être extrêmement rapide, bien plus rapide que dans les infrastructures financières traditionnelles. Donc c'est extrêmement intéressant en termes de service client, d'amélioration du service client qu'une banque comme la nôtre peuvent amener. Donc ce sont ce genre de services que l'on teste et qu'on a l'intention de déployer auprès de nos clients dans l'avenir. Donc je dirais que c'est un cas d'usage spécifique appliqué au monde bancaire dans le cas d'une banque comme Société Générale, de quelque chose qui est plus général, plus global. La blockchain, ça traverse plusieurs industries et plusieurs cas d'usage, des crypto-monnaies au programme de fidélité, à la traçabilité. Dans l'ensemble de ces cas d'usage, vous avez des cas d'usage spécifiquement bancaires pour lesquels, en tout cas chez Société Générale, on voit des opportunités extrêmement importantes d'améliorer le service à nos clients, encore une fois corporate ou institutions financières, de leur permettre d'accéder à des marchés de refinancement mondiaux, là où aujourd'hui ils ont accès qu'à un marché plus limité, donc d'améliorer les conditions financières selon lesquelles ils peuvent se refinancer, d'améliorer le service, de le rendre plus rapide, plus sûr, plus efficace. Et donc on pense que ce sont des technologies et des services qui sont amenés à se développer dans le futur. J'arrête peut-être là pour le chapeau et s'il y a quelques questions, on peut les... Ouais, je vais juste reprendre parce qu'effectivement tu parlais par exemple sur le règlement livraison, il y a plein de cas d'usage où on ne se rend pas forcément compte justement de la puissance de ces technologies-là. Le règlement livraison est un cas d'usage que j'utilise souvent parce que en fait quand on va jusqu'à l'utilisation de cryptoactifs dans le monde de la finance décentralisée ou même pas d'ailleurs juste sur blockchain, le concept même de risque de contrepartie est plus ou moins éliminé et donc on se retrouve à éliminer un métier ou en tout cas une friction sur les transactions financières parce que évidemment le règlement livraison c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui dans les marchés financiers. Passer sur une nouvelle infrastructure ouverte où en fait, on automatise les paiements, on automatise le règlement contre la livraison sans passer par un tiers de confiance, vous avez ici une optimisation fabuleuse, en tout cas une promesse, même si aujourd'hui on la retrouve déjà dans certains cas d'usage, donc c'est même plus une promesse, c'est déjà de l'actualité. C'est des cas d'usage qui sont très puissants d'un point de vue financier et c'est effectivement normal de se lancer sur ce genre de cas d'usage. Effectivement, peut-être pour compléter et juste pour que ce soit clair pour tout le monde, quand on parle de règlement livraison, c'est le délai qui sépare l'achat d'un titre financier sur un marché organisé jusqu'au moment où vous en devenez réellement propriétaire et où finalement le paiement de ce titre est effectué. Donc il y a ça deux pattes, deux jambes dans chaque transaction financière. J'achète un titre financier. Si vous avez un PEA, lorsque vous achetez une action dans votre PEA, vous donnez un moment instruction à votre banque d'acheter ce titre et vous êtes débité des sommes correspondantes. Le temps que tout ceci transite par les circuits bancaires et les infrastructures bancaires actuelles, suivant la nature du titre financier aujourd'hui, ça prend entre 2 et 3 jours. Donc en fait, vous devenez réellement propriétaire de votre titre au bout de 3 jours. Sur les émissions de titres financiers au format blockchain, donc ce qu'on appelle des security tokens, les transactions qu'on a déjà pu réaliser, ce délai de 3 jours, on le réduit globalement à une dizaine de secondes. Donc c'est quand même un saut quantique extrêmement important. Et comme les infrastructures financières, les opérations financières sont des choses qui fonctionnent H24, réduire ces délais, c'est extrêmement important et à la fin, ça améliore réellement les conditions financières pour le client. Donc, ce n'est pas juste de l'optimisation opérationnelle. On va peut-être prendre des questions s'il y en a, sinon moi j'en ai plein. Mais oui. L'objectif de la blockchain est finalement de décentraliser, comme vous l'indiquez, et donc de se passer quelque part des banques. Quelle serait votre valeur ajoutée à vous introduire dans le marché de la blockchain ? Alors, nous, on n'a pas de complexe sur ce sujet. Déjà, on se dit que lorsqu'il y a des innovations qui amènent des transformations aussi fondamentales et prouvées, à partir du moment où c'est possible, ça va arriver. Donc, on préfère être dans le driving seat, comme on dit en anglais, et nous-mêmes
piloter ces évolutions plutôt que de laisser d'autres le faire et le subir in fine. Ensuite, il y a tout un tas de fonctions et d'opérations qui sont menées par les banques, qui le sont aujourd'hui parce qu'il n'y a juste pas d'autre façon de fournir ce service à la clientèle et donc de traiter voilà, des chaînes opérationnelles, des services tels qu'ils le sont aujourd'hui, non centralisés. Si demain, on a le moyen d'opérer les mêmes services, et nous, notre objectif, c'est vraiment de fournir un service donné à un client. S'il y a une autre façon d'opérer ce service plus rapide, plus efficace, moins cher pour tout le monde, en décentralisant tout ou partie de ce service, très bien, on le fera aussi. Ce dont on est convaincu par ailleurs, c'est que le client, et c'est vraiment la seule chose qui nous intéresse, aura toujours besoin d'un interlocuteur en face de lui. Et on est tous pareils, hein, parce qu'on travaille dans des entreprises, mais on est aussi client et on reste particulier à la fin et citoyen à la fin. Ce qui vous intéresse, c'est le service et le prix auquel vous le payez. Ce n'est pas la façon dont l'entreprise à laquelle vous l'achetez s'organise pour le fournir. Donc voilà, il n'y a pas de complexe par rapport au sujet. On est persuadé qu'il y aura toujours besoin d'entreprises pour fournir des services. Et on pense d'ailleurs que les outils de DeFi, de finances décentralisées, seront des outils que demain les banques utiliseront très largement. Sans rentrer dans des sujets trop techniques, mais la gestion du collatéral, par exemple, qui est un enjeu majeur pour les banques, parce que vous savez que les banques se prêtent énormément d'actifs financiers entre elles, hein, on garantit des opérations qu'on mène nous-mêmes entre banques, les opérations interbancaires. Ces opérations sont sécurisées par des nantissements de titres financiers. Par exemple, je pense que la DeFi a un très très bel avenir dans la gestion de ces opérations de collatéralisation entre banques. Ce sont des choses qui sont nécessaires, qui nous coûtent extrêmement cher à organiser, qui sont parfois pas très efficientes, parce que ajuster du collatéral, ça peut prendre plusieurs jours. Avec de la DeFi, vous pourriez le faire en quelques secondes. Donc je pense que les banques seront en fait de très très grands acteurs de solutions DeFi. Je vais juste me permettre d'ajouter, parce que c'est vrai que si on fait un pas en arrière, quand on regarde Internet, le but d'Internet était aussi de décentraliser. Aujourd'hui, c'est GAFA NSA. Donc on n'a jamais été aussi centralisé. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on est au début de la même dynamique sur les cryptoactifs, c'est-à-dire on a tous l'alternative possible de devenir son propre custodienne, par exemple. Mais la réalité, c'est que je pense que la plupart des gens vont repasser par un custodienne, comme si ça se passe déjà. Hein. La plupart des gens qui achètent des cryptos le laissent sur un exchange, par exemple. Donc les banques, à mon sens, ont un rôle à jouer là-dedans, parce qu'aujourd'hui, elles ont la confiance de leurs clients déjà, et on va dire, elles vont avoir à s'adapter rapidement si elles ne veulent pas précisément que leurs clients fuient vers des nouveaux acteurs crypto-natifs qui vont permettre de la custody, par exemple, de crypto ou des services de finances centralisés. Il y a d'autres questions? Oui. Merci. Est-ce que vous réfléchissez avec Société Générale Assurance à la conception, la commercialisation d'offres de services crypto intégrés, banque, assurance, l'assurabilité des cryptos ou autres cas d'usage? Alors merci pour la question. Alors je ne sais pas si elle a été planifiée ou pas, mais il se trouve qu'il y a un mois, on a opéré une transaction financière sur blockchain avec Sogecap. Donc, comme vous savez, Sogecap, filiale d'assurance de Société Générale, gère un certain nombre d'avoirs pour le compte de ses clients, hein, et donc investit ses avoirs pour le compte de ses clients, et donc un très grand investisseur au niveau européen. Et donc a aussi ce besoin d'accéder à de nouvelles sources de placement et à optimiser ses stratégies d'investissement. Donc l'opération à laquelle je fais référence est l'émission d'un produit structuré, donc c'est-à-dire un produit financier dont ce qu'on appelle le payoff, c'est-à-dire le rendement finalement est dépendant de certains paramètres financiers, d'indices financiers. C'est un produit un peu plus complexe qu'une obligation à laquelle je faisais référence tout à l'heure, mais qui globalement fonctionne sur les mêmes principes. Société Générale Assurance a acheté sur la blockchain publique Tezos ce produit financier qui a été émis par la salle de marché de Société Générale.
pour justement tester ces systèmes. Et l'opération a été un vrai succès. Toutes les sources d'optimisation qu'on cherche à obtenir, rapidité de transaction, réduction du time to market, capacité à amener dans le produit lui-même, puisque vous savez qu'un des avantages de la tokenisation, c'est que vous pouvez embarquer dans le jeton un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui sont souvent opérés off-chain. Donc typiquement le calcul du rendement, le paiement automatique des coupons d'un produit de ce type-là peut être embarqué dans le jeton, dans le security token. Ce sont des choses qui évidemment sont extrêmement importantes et intéressantes pour tout le monde. Et donc cette transaction est une première. On espère bien en avoir d'autres derrière. On va prendre une dernière petite question s'il y en a une. Sinon, c'est moi qui la poserai. Qui a des questions? Une question? Pas de questions? Alors du coup, je vais avoir l'honneur de poser la dernière question. On a évoqué tout à l'heure justement les blockchains sur lesquels vous travaillez à la Société Générale. Par le passé, on a souvent pu voir, en particulier l'industrie bancaire, mais ce n'est pas les seuls, dire bon bah en fait les blockchains publiques on n'y touche pas parce que ça a mauvaise presse. Les blockchains privées, vraiment c'est le futur, on va pouvoir optimiser des choses en interne. Aujourd'hui, quand on regarde ce que vous avez fait des obligations sur Tezos, vous avez utilisé la blockchain Ethereum. Pourquoi ce choix d'infrastructure publique? Et la deuxième question qui suit derrière, c'est pourquoi dans ce choix d'infrastructure publique, ne pas avoir choisi une blockchain en particulier, mais j'allais dire, vous avez gardé toutes vos chances ouvertes? Oui, tout à fait. Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent parce que c'est vrai que sur les dernières années, les banques ont plutôt commencé à expérimenter sur des réseaux fermés, des blockchains fermés, parce que, bon, on pensait que c'était plus sécurisé et la meilleure façon de démarrer. Quand on a démarré ces travaux avec Société Générale Forge, donc à la Société Générale, en fait, dès le premier jour, on a proposé une approche radicalement différente qui était de dire allons au maximum de ce que la technologie nous permet de faire et de ce que la réglementation nous permet de faire, parce que c'est là qu'on trouvera l'effet disruptif maximum. Et puis si on ne peut pas, on rétropédale d'un cran et on voit où on atterrit. Et donc assez directement, assez rapidement, et bon, de toute façon c'était une conviction également assez forte de l'équipe qui a démarré. On a démarré sur des blockchains publiques parce qu'on a la conviction très très forte que seuls les blockchains publiques amèneront cette capacité de disruption. Encore une fois, le parallèle avec Internet, il est très clair. Les blockchains publiques, c'est Internet. Les blockchains privées, c'est intranet. Donc, vous pouvez mettre en place des réseaux internes d'entreprises, mais les Google, Facebook et Amazon, ils sont nés dans le monde Internet. Ils ne sont pas nés dans le monde intranet. Et les GAFA de demain, on est persuadé qu'ils le seront aussi sur les blockchains publiques. Merci Jean-Marc. On va tous vous remercier de nous avoir écoutés. Deux petits messages qui restent. Le premier, c'est qu'on a un stand évidemment Blockchain Partner by KPMG juste à côté, où on a une démonstration. On vous montre justement toute la puissance de ces services financiers dans la finance décentralisée. On vous montre que en quelques clics, on peut investir dans un fonds décentralisé, on peut s'assurer, on peut avoir des prêts, des emprunts avec des rendements intéressants en quelques clics. Donc ça, c'est une première chose. Si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. Et puis également, on a publié très récemment un rapport qui se veut à la fois exhaustif et accessible, que vous pouvez également retrouver sur notre stand via un QR code pour le télécharger. Et donc n'hésitez pas à le consulter si jamais vous voulez le lire pour vous ou le diffuser en interne dans vos entreprises, à vos proches, à vos familles, à tout le monde. C'est un rapport qui justement se veut accessible le plus possible pour porter ces convictions-là et les comprendre le plus possible. Merci à tous pour votre écoute. On est obligé de partir et on se retrouve sur notre stand. Merci. Merci.